Vous, Maher Guven, et d'abord forcément une question d'actualité, parce que votre livre, il a servi, comment je dis, puis dire, d'éléments pour contester la loi controversée sur l'immigration en France. Vous avez mis en place un collage de plusieurs mètres de long à proximité du Conseil constitutionnel à Paris, l'institution judiciaire qui a censuré cette semaine plusieurs articles, plusieurs pans de ce projet de loi. Donc, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? J'ai accueilli cette décision avec du soulagement, en me disant qu'en France, il y avait une forme de continuité quand même avec nos racines philosophiques, et que ce n'est pas parce que le Parlement vote dans une direction que forcément on va entériner totalement une loi et des nouveaux principes. Donc j'étais quand même plutôt rassuré. Mais sans refaire vraiment toute la loi, c'est compliqué. Il y a plein d'articles, on ne va pas les énumérer, y compris ceux qui ont été censurés par les sages, comme on les appelle. Vous, sur le principe, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce texte? Moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui sous-tend le texte, ce sont les mêmes préjugés depuis presque 150 à 200 ans. Les étrangers et les immigrés sont des profiteurs, ils ne travaillent pas, on voit bien... Ou la question sur l'attribution des allocations. Exactement. Notamment. Ouais. Et c'est-à-dire que si en 40 ans on en arrive à la 29e loi sur l'immigration, c'est qu'on n'a plus de constance dans la manière dont on veut accueillir les gens dans notre pays. Et c'est ça qui m'a fait réagir, et ça m'a beaucoup fait souffrir, parce que ces préjugés, j'en souffre, j'en ai souffert, ma famille en souffre et en a souffert, et des millions de Français par ailleurs. Et puisqu'il est question de famille, on va le voir. D'ailleurs, ce texte, je ne l'ai pas cité, qui est extrait de votre livre, près du Conseil constitutionnel, c'est « Voici la vie d'une famille immigrée ». Il suffit de lire, en l'occurrence la vôtre. Ce qui a changé dans votre vie, c'est que vous êtes devenu papa, et qu'en tenant dans votre bras votre fille de 6 mois, en la regardant, vous vous êtes dit quoi? Ce que je me suis dit, c'est que j'avais cet enfant de 6 mois dans les mains, ma fille. Il y avait les élections présidentielles. J'écoutais la radio, j'entends un candidat dire voyez, ce sont des voyous, ce sont des voleurs, etc. Puis j'ai eu une sorte de rictus nerveux. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'ils te veulent? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Et est-ce que toi encore, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on va te reprocher les mêmes choses alors que finalement, qu'est-ce que tu as d'étranger? Presque plus rien en toi. Des histoires, peut-être un bout de langue qu'on va te transmettre. Et à partir de là, je me suis dit, bien que moi j'ai su vivre avec le racisme, le rejet, la mise à l'écart, j'ai su tourner la tête pour avancer. Là, j'ai eu un réflexe de défense, puisque c'est mon enfant, un réflexe de protection, et c'est ce qui m'a animé pour écrire ce livre. Et j'ai jamais écrit aussi vite que ce texte. Et dans ce livre, vous racontez l'histoire de vos parents, turcs et kurdes, qui ont trouvé refuge en France dans les années 1980. On est frappé, mais quand on connaît des histoires d'immigrés et d'immigration, on n'est pas surpris par leur amour pour ce pays qui les a accueillis. Pourquoi, pour vous, c'était important de leur rendre hommage? C'est très important de leur rendre hommage, puisque mes parents ont dû partir dans des très grandes difficultés de Turquie. Mon père était condamné à mort, ma mère était recherchée pour leurs activités politiques. Et si vous voulez, c'est des gens qui n'ont pas pu parler pendant des années, pour plusieurs raisons. C'est qu'ils sont devenus ouvriers, donc ils n'ont pas eu accès, on va dire, aux médias, à la culture. Ils n'ont pas pu écrire des livres qu'ils auraient pu écrire en Turquie, peut-être. Et donc il y a quelque chose en eux qui s'est renfermé. Et je dirais que j'ai pas écrit ce texte-là pour les venger, je l'ai écrit pour les rendre fiers, peut-être, et de dire, vous voyez, on a pu finalement raconter ce qui vous est arrivé. Et ça s'adresse aussi aux enfants issus de l'immigration. Vous écrivez notamment: l'accès à la mythologie familiale est fondamental pour la construction de soi et fait cruellement défaut aux enfants issus de l'immigration, et ce pour 3 raisons, il me semble. On ne va pas les dire les 3, il faut lire votre livre, mais la première est une difficulté linguistique évoquée plus haut. Dites-vous, vous êtes né en France et pourtant vous l'avez ressenti, cette difficulté de la langue, après votre Goncourt du premier roman, c'est bien cela, lorsque vous êtes allé en Allemagne pendant 2 ans. Alors c'était votre 2e langue vivante, donc vous ne la parliez pas couramment. Qu'est-ce qu'on ressent quand on ne maîtrise pas une langue dans un pays étranger? Après le Goncourt, effectivement, on s'est installé à l'étranger pour se reposer. Et j'ai découvert ce que c'était d'être vraiment étranger dans un pays, c'est-à-dire de ne pas comprendre la langue d'un pays, les panneaux, les documents administratifs, pouvoir acheter du pain, des Doliprane, des choses extrêmement simples. Et j'ai compris ce qu'avait vécu ma mère. C'est-à-dire qu'au quotidien, on s'enferme. On vit dans un monde de plus en plus petit, un territoire linguistique qui se rétrécit. On a du mal à communiquer avec les gens. Et quand on commence à apprendre un peu d'allemand, c'est comme si votre cerveau n'était pas suffisamment grand pour exprimer ce que vous voulez dire. Donc, quand vous parlez, les gens vous prennent pour un peu un idiot, on va dire, ou un simplet. Et vous en ressentez quand même beaucoup de tristesse ou de chagrin, vous vous sentez diminuer. Et donc, de retour en France, c'est vrai que j'ai eu énormément d'empathie pour les gens qui avaient des difficultés en français. Parce que moi, j'avais plus de 30 ans. Donc, apprendre une langue étrangère après 30 ans,
la parler couramment. C'est beaucoup plus difficile que quand on a 10, 12, 15 ans. Et je dirais que en France, on n'en a pas conscience de ça. Donc on attend souvent des gens qui parlent bien le français. Pas uniquement des étrangers, des Français également, qui ne fassent pas de fautes, etc. Mais c'est très très dur. Et en plus, on ne donne pas forcément tous les moyens de le faire. Donc moi, je veux bien être exigeant pour les gens, et c'est important qu'ils parlent le français, mais il faut donner plus de moyens. Rien de personnel.